Donc, bienvenue à notre début officiel de deuxième cours d'INF 1256. Aujourd'hui, on continue à regarder, oups, je n'ai pas été dans mon cours, dans les fondements de la programmation en Python. Donc, dans le but de résoudre des problèmes de nature numérique, hein, on est en train de regarder les différentes fonctionnalités de base d'un environnement du langage de programmation de Python. Donc, on utilise les, euh, voyons, l'environnement Google Colab avec les Python Notebooks. Donc, on a ici différents sites, puis pour chacun, on peut prendre les différents notebooks que je vous donne, les importer pour être capable de les regarder, être capable d'exécuter le code, puis être capable de le tester en même temps. Donc, la première chose qu'il faut aller faire, c'est aller chercher le notebook du cours. Donc, ici, tu as le notebook du cours 2 qui est disponible. Donc, ça, quand tu cliques dessus, ça le télécharge localement sur ton ordinateur. Donc, moi, il est téléchargé ici. Puis, une fois qu'on a ce fichier-là localement, on peut aller sur la plateforme de Google Colab. Ou suivre le lien sur le site de cours. Puis, on a la première page qui nous donne les différents cours récents qu'on aurait pu utiliser, mais on a un nouvel onglet qui est Upload. Okay? Donc, on a le Upload, puis dans le Upload, ben, c'est la sélection d'un fichier. Donc, je peux aller sélectionner le fichier. Okay, là, donc, moi, c'est une fenêtre de dialogue de macOS, là, mais une fenêtre de dialogue de Windows, tu t'en vas dans ton dossier de download et tu devrais être capable d'y retrouver le notebook puis de l'importer dans ton environnement. En passant, une fois qu'il est déjà importé, il est toujours là. Okay? Donc, si tu veux aller voir tes autres notebooks que tu aurais déjà utilisés, mettons celui du cours 1 pour aller regarder des choses qu'on avait faites la semaine passée, tu peux cliquer sur l'icône en haut à gauche là, de Google Colabs, les deux cercles jaune et orange, puis ça va t'apporter dans ton dossier sur un Google Drive où tu as les différents notebooks que tu as utilisés durant ta session, durant ton utilisation de Google Colab. Donc, tu peux recliquer sur un qui est déjà importé. Fait que, avec ça, on est capable de retrouver notre deuxième notebook qui va travailler sur les structures de contrôle. Fait que, petit rappel de la semaine passée, on a vu les principes fondamentaux de programmation qui étaient les différentes instructions qu'on exécute de manière séquentielle. On avait vu le principe de mémoire en utilisant les variables. Okay? Puis aujourd'hui, on va voir le principe de structure de contrôle pour contrôler ce flux d'instructions-là. Être capable de dire, OK, je ne veux pas nécessairement que ça soit séquentiel, je veux être capable de prendre des décisions, je veux être capable de répéter des blocs d'instructions pour être capable de construire des problèmes plus complexes. Hein, parce qu'à présent, on est capable de prendre des informations avec nos saisies, avec notre fonction input. On est capable de faire des calculs mathématiques avec les assignations, avec les opérations arithmétiques, puis on est capable d'afficher le résultat avec les fonctions d'affichage, avec le print. Ben là, on va être capable de dire, ben, si telle affaire fait telle chose. Ou sinon, on répète à l'affaire jusqu'à tel moment. Donc, c'est ça qu'on va être capable d'ajouter à notre arsenal informatique aujourd'hui. Avant de faire ça, on a quelques petits éléments par la bande là, par rapport à l'affichage que je veux rajouter à nos connaissances. Donc, on va retourner voir la fonction print. OK? Donc, on avait vu que la fonction print était capable d'afficher des éléments séparés. Hein? Donc, si on fait un premier petit rappel où j'ai, mettons, mettons, je me fais une variable, je marque print, je mets une chaîne de caractères littérale. Donc, une chaîne de caractères, c'est juste du texte qui n'a pas d'importance pour les instructions. Donc, je le mets entre guillemets.
j'ai une virgule pour délimiter les différents éléments, puis on pourrait avoir d'autres choses à l'intérieur. Puis on avait vu que quand on exécute ça, la première fois que tu payes sur Play, c'est normal que ça prenne du temps, ça se connecte à un ordinateur externe. On voit qu'on a les différents éléments qui sont séparés par un espace. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que si j'ai un autre print, l'autre print se fait sur une ligne subséquente automatiquement. Fait que lui, il rajoute un saut de ligne automatiquement à la fin de chaque print. Ben, entre les éléments, on a un espace par défaut, puis à la fin de chaque print, on a un saut de ligne qui était représenté par le \n dans la nomenclature de programmation. Ben, le principe, c'est qu'on peut avoir un contrôle sur ces différents éléments-là. Donc, si je veux avoir une modification de la fin du print, donc à la fin du print, habituellement, il y a un saut de ligne. Ben, ce que je peux faire, c'est comme dernier paramètre. Donc, les paramètres, c'est les éléments qui sont délimités par la virgule. Donc, les éléments entre la virgule dans mon print. Donc, le dernier paramètre, à la place de juste avoir un paramètre, je vais avoir ici comme une espèce d'assignation spéciale qu'on appelle un paramètre nommé. Donc, j'ai le nom, qui est un nom prédéfini là, dans la documentation. J'ai un égal, puis après ça, j'ai qu'est-ce que je veux mettre dans ce paramètre spécial-là. Fait que ici, on a le one, puis là, je dis, ben, à la fin, habituellement, fais un saut de ligne, mais là, à la place, mets un espace. Puis ici, admettons, je pourrais dire, ben, j'ai 2, à la place, mets un tiret. Puis si j'exécute ça, je vais voir qu'à la fin de 1, à la place d'avoir un saut de ligne, j'ai un espace. Là, il continue, il affiche le 2. À la place d'avoir un saut de ligne, il met un tiret. Puis après ça, j'ai le 3, puis là, il y a un saut de ligne. Si je mettrais autre chose, ça serait sur la ligne subséquente. Fait qu'on est capable d'avoir des paramètres nommés. Un des premiers paramètres nommés, c'est pour être capable de changer la terminaison d'un print. La dernière chose qu'un print fait, par défaut, c'est un \n, mais dans ce cas-ci, on peut le changer. On peut aussi changer le séparateur. On avait vu qu'on peut avoir automatiquement un espace entre chacun des éléments que je lui ai donnés en paramètres. Ben, je peux changer ce séparateur-là. Donc, je peux avoir, par défaut, je peux avoir les éléments, mais là, je change le séparateur. Donc, le paramètre nommé, il s'appelle sep pour separator en anglais. Et donc, je peux mettre après ça, qu'est-ce que je veux. Donc, je mets le nom sep égal avec ce que je veux. Je pourrais même mettre une chaîne de caractères vide, directement 2 guillemets, ou ça peut être des doubles guillemets, on avait vu ça la semaine passée. Puis dans ce cas-là, ben, il n'y a juste aucune séparation entre les différents éléments, c'est juste tout collé. Ou sinon, je peux avoir un séparateur qui est une ou plusieurs caractères qui va faire en sorte qu'il va avoir ce séparateur-là entre chacun des éléments. Donc, on est capable d'utiliser print d'une manière plus fancy dans le besoin. Autre chose qu'on est capable de faire, ça va être ce qu'on appelle de la concaténation. Donc, le principe de la concaténation, c'est de prendre 2 chaînes de caractères puis de les coller ensemble. Donc, on va utiliser un symbole spécial que nous, on connaît, qui est le plus, mais ça ne fait pas une addition. Quand, mettons, que je marque 5 plus 7, ben, étant des valeurs numériques, ça va faire une addition des deux. Quand je prends 2 chaînes de caractères puis je mets un plus entre les deux, ça fait ce qu'on appelle une concaténation qui colle les deux ensemble. Donc, ici, on va, mettons ici, faire un autre exemple. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que tu peux l'utiliser comme résultat d'assignation. Donc, ici, j'ai un premier exemple, c'est qu'à la place d'utiliser virgule, j'utilise ici une opération. Puis, on se disait que quand il y a des opérations,
qui est en fait une expression en programmation, l'ordinateur va évaluer ça, va trouver la réponse de ça pour utiliser la réponse à la place. Donc, la réponse de ça, c'est que ça colle les deux ensemble. Même principe, si j'ai chaîne 1, j'ai chaîne 2, je les colle ensemble, puis j'assigne ça dans C3. Bien, quand je vais afficher C3, ça va marquer chaîne 1, chaîne 2, avec pas d'espace parce que j'ai juste directement collé ensemble. Il y a une dernière option qui est disponible. Ici, je n'irai pas dans les détails de cela parce qu'elle est quand même assez exhaustive. On va aller voir des exemples précis qu'on pourrait avoir besoin d'utiliser. Donc, souvent, on va avoir une valeur qui, admettons, a 5-6 fractions ou qui représente un pourcentage que j'aimerais présenter d'une manière spéciale. Donc, quand on parle de présentation en programmation puis en informatique, on parle de formatage, le format que c'est supposé avoir pour la présentation. Fait qu'il existe une fonction format qui me permet de prendre une valeur puis de spécifier comment est-ce que je veux qu'elle soit affichée. Donc, ici, j'ai quelques exemples où, admettons, ici, je veux limiter le nombre de décimales à 2 décimales, mettons pour une valeur monétaire. Bien, je peux utiliser format avec la valeur que je veux possiblement modifier, que je veux formater, en fait. Puis ensuite, on a le format que je veux avoir. Puis là, c'est une espèce de propre langage, une espèce de ses propres règles. Le principe ici, c'est que j'utilise le point 2 pour dire que c'est 2 valeurs après la décimale. Puis après ça, je mets le F pour dire que c'est une valeur de type float, de type point flottant, de type fractionnaire. On a d'autres éléments standardisés comme ça. Donc, on peut aussi avoir une notation exponentielle pour des travaux scientifiques. On peut limiter le nombre de virgules après l'utilisation de exponentielle. On a aussi la possibilité d'avoir l'élément en tant que pourcentage directement. Donc, 0,5, c'est 50%. Bien, le principe, c'est que je peux l'afficher comme étant 50 avec le signe de pourcent automatiquement, sans avoir à comme, multiplier par 100 par moi-même, là, comme mettons, on est habitué de faire dans Excel. Puis, on a aussi la possibilité de limiter le nombre de décimales. Donc, je peux mettre ici 0,0 pour dire aucune décimale. Puis, encore une fois, le signe pourcent, puis ça me l'affiche en tant que pourcentage. Donc, on est capable de faire du formatage. C'est pas mal ceux qu'on pourrait avoir à utiliser dans le cours ici. All right. Dernier élément comme additionnel là, de choses qu'on sait un peu à moitié, on va parler des différentes opérations arithmétiques. Donc, les opérations arithmétiques, la majorité, je m'attends qu'on sait déjà c'est quoi. Hein? Donc, si je parle d'addition, de soustraction, de multiplication, de division, c'est pas mal pris pour acquis que vous savez c'est quoi ces principes-là. Par contre, il y en a 3, en fait 2, qui sont un petit peu plus spéciales, puis un troisième qui est une nomenclature, une syntaxe qui est différente que d'habitude. Donc, on va commencer avec la dernière, qui est la puissance. Hein? Donc, si je dis, j'ai 3 à la 4, okay? Ou j'ai 2 à la 7, le principe de puissance, habituellement, avec l'exposant en petit en haut, on ne peut pas le marquer dans un environnement de programmation. Souvent, dans d'autres environnements informatiques, ce serait le chapeau qui représente l'exposant, mais ce n'est pas le cas en Python. Donc, il faut faire attention, le chapeau est utilisé pour autre chose que nous, on ne verra même pas. Fait qu'il ne faut juste pas l'utiliser. Ce qui est disponible, par contre, c'est le double étoile. Le double étoile est une puissance. Donc, à la place de faire autre chose, quand j'ai une puissance, j'ai le double étoile. Ensuite, j'ai la division entière. Donc, la division entière, si on le teste, le principe de la division entière, c'est d'être capable de dire, si je fais la division, je veux juste la partie entière de la chose. Mettons, je fais une division normale, 34 divisé par 10, ça me donne 3,4. Hein? Si je fais la division entière, le principe, c'est que ça va couper la partie fractionnaire. Donc, ça va devenir tout simplement 3. Là, ici, ce qu'il faut comprendre, par contre, c'est que ce n'est pas
un arrondissement. Hein? Fait qu'ici, je vais faire un autre exemple. Mettons, j'ai 39 divisé par 10. Normalement, ça me donne 3,9. Bien, si je fais la division entière, ça va me donner juste 3. Ça va couper la partie fractionnaire. Donc, les divisions entières, c'est utilisé quand ton résultat, c'est obligatoirement un nombre total. Fait qu'admettons ici un exemple classique, ça serait de dire, bon, j'ai, mettons, 350 joueurs dans une ligue de baseball, puis je veux faire des équipes de 17. OK, je ne sais pas si c'est ça le nombre de joueurs dans des équipes de baseball, je suis désolé. Puis je veux savoir, je vais avoir combien d'équipes complètes. Ben, le principe, c'est que si ça me donne 5,7, moi, je veux savoir que ça m'en a donné 5. OK? Donc, la division entière me permet de tronquer la partie fractionnaire. On a ensuite le principe de modulo. Donc, celui-là, c'est un peu l'inverse de la division entière. Le modulo, ça me permet de trouver le nombre qui ne fait pas partie de la division entière. Je m'explique. Donc, le principe du modulo, on va le tester pour voir qu'est-ce qui se passe. C'est un pourcentage. Le principe du modulo, ça va être de dire j'essaye d'enlever le plus de fois possible ce deuxième nombre-là dans le premier. Okay? Donc, j'essaye d'enlever 3 dans 4, puis je continue de faire ça tant que je ne tombe pas dans une partie négative. Fait que si j'essaye de faire ça ici, je vais faire 4 moins 3, ça me donne 1. Puis là, si j'essaye de le refaire, ben, ça me donnerait moins 2, okay? Ce qui n'est pas correct. Fait que ça ne le fera pas, puis ça va nous garder avec le résultat de 1. Donc, j'essaie d'enlever le plus de fois possible la partie de droite en restant non négatif. On se donne quelques autres exemples. Admettons que j'ai 14 modulo 5. Fait que j'essaie d'enlever le plus de fois possible 5 en restant non négatif. Ça veut dire que je peux tomber sur 0 pile, mais pas en les en dessous. Fait que si j'en enlève une fois, ça me donne 9, c'est correct. Si j'enlève une autre fois, ça me donne 4, c'est correct. Si j'essaie d'enlever une autre fois, ça me donnerait moins 1. Ah, non, ça, c'est plus correct, c'est négatif. Fait que je reste et ça me donne 4. Donc, pourquoi est-ce que je voudrais utiliser le modulo? Ben, c'est en fait pour répondre à la deuxième partie de l'exemple que j'ai donné tantôt. J'ai 350 joueurs possibles dans ma ligue. Je veux faire des équipes complètes de 17. Je veux savoir, il va y avoir combien de joueurs qui ne seront pas dans une des équipes complètes. Fait que je peux faire, j'ai 350 joueurs, je fais modulo 17, donc ça va essayer le plus de fois possible d'enlever 17, puis ça va me donner le résultat. J'ai 10 joueurs qui ne feraient pas partie d'une équipe complète. Donc, je peux commencer à travailler avec cette connaissance-là et faire des choses avec ça. Donc, division entière, coupe la partie fractionnaire. Modulo, on dit que ça trouve le restant de la division, hein, parce que d'enlever le plus de fois possible, c'est le principe de la division. Donc, ces deux opérateurs arithmétiques-là, c'est des opérateurs qui vont revenir dans vos travaux. Donc, il faut être conscient qu'ils existent puis savoir comment ils fonctionnent. All right. Monsieur, excuse-moi. Oui. Je ne vois pas la différence entre modulo et division. Mm-hmm. Donc, le principe de la division, hein, c'est que ça me donne le nombre de fois que 17 rentre dans 350. Donc, 17 rentre 20,5 fois dans 350. Oui. Le modulo, ça dit, ben, si j'enlève le plus de fois 17, là, qui en fait 20 fois 17 pur, il va me rester combien? OK. Il enlève les après la virgule. C'est ça, il enlève tous les entiers complets de 17. OK, je comprends. Merci. C'est pour ça qu'on dit que c'est le restant de la division. OK. Fait que toi, ici, c'est pas le même résultat non plus. Donc, on a ça. Fait que ça, c'était les différents opérateurs
arithmétique. OK? Donc, je ne ferai pas le retour sur addition, multiplication, division, là. C'est le principe fondamental des choses. C'est pas nécessairement fondamental, mais la même chose que vous avez vu à l'école. On peut aussi utiliser les parenthèses, les priorités d'opération existent quand même. Donc, tout ça, c'est encore de mise. On a un deuxième type d'opération qu'on va regarder. Okay? Donc, des opérations qui ne sont pas arithmétiques, mais qui sont relationnelles. Les opérations relationnelles, c'est des choses, c'est des symboles qu'on a déjà vus. Okay? Donc, une opération relationnelle, ça utilise un plus petit, plus grand ou égal. Fait que, mettons, je pourrais dire, est-ce que 4, c'est plus grand que 25? Le principe des opérations relationnelles, c'est que le résultat va être une valeur booléenne, une valeur logique. On avait vu la semaine passée les différents types. Là. On avait vu les nombres entiers, on avait vu les points flottants, puis on avait vu les valeurs booléennes qui existaient, true ou false. Donc, les opérateurs relationnels me donnent une réponse true ou false directement. Fait que le principe, c'est qu'on peut avoir des opérateurs de différentes affaires, puis ça nous donne toujours vrai ou faux. Le principe ici, c'est que de chaque barre, ce n'est pas obligé d'être juste une valeur littérale. Hein. Ça pourrait être le résultat d'une variable ou d'un calcul. Puis à partir de là, je peux utiliser ce résultat-là pour savoir si c'est plus petit ou égal à 23, mettons. Pour les différents opérateurs relationnels, qu'est-ce qu'on a de disponible? On a, plus petit ou égal, plus grand ou égal. Ça, c'est pas mal sensé. Les deux autres, par exemple, il faut faire attention parce que c'est pas mal spécifique à l'informatique. Donc, quand je vais vouloir comparer une égalité, la première idée que je pourrais avoir, c'est d'utiliser 1 égal. Hein? Mais la problématique, c'est que le 1 égal, on l'utilise déjà pour l'assignation. Fait qu'on ne peut pas utiliser juste 1 égal pour faire une comparaison d'égalité. Fait qu'on va être obligé d'utiliser 2 égales. Okay? J'ai même mis une note ici. Là. Okay? Pour faire attention, c'est une erreur typique que vous allez sûrement faire. Mais vous allez la faire, puis après ça, vous allez avoir appris. Puis, on a aussi un dernier qui est l'inverse de l'égalité. Donc, quand c'est différent de. Donc, est-ce que 5, c'est différent de 12? Oui. Est-ce que 5, c'est différent de 5? Non. Donc, c'est l'inverse de l'égalité. Puis, ça utilise le point d'exclamation égal. Parfait. Donc, les opérateurs relationnels me donnent toujours des résultats logiques, des résultats booléens. Là, la question qu'on peut se poser, c'est quand est-ce que c'est utile, ça? Quand est-ce que je vais utiliser ces différents résultats-là? Ça tombe bien que vous me posez les questions. On va regarder la première structure de contrôle, qui est la structure de contrôle conditionnelle. Okay? En français, on appelle ça le si, ou en anglais, on appelle ça le if. Fait que si on regarde le if, le principe, c'est, on va se donner, mettons, une variable quelconque. Je peux écrire le mot-clé if. Ensuite, je vais avoir une condition. Donc, la condition, ça doit être une expression quelconque qui me donne un résultat booléen. Donc, quelque chose que je trouve qui me donne quelque chose de booléen, ça tombe bien, on vient tout juste de voir les opérations relationnelles qui me donnent des vrais ou faux. Fait que je pourrais dire, est-ce que X est plus grand que 50? Fait que on a un mot-clé obligatoire. Okay, c'est notre premier gros mot-clé. Là. Ensuite, on a ce qu'on appelle une expression logique. Puis ensuite, on est obligé de mettre un 2 points. Okay, donc, le if, le 2 points, puis entre les deux, notre expression logique. Puis là, qu'est-ce qui est intéressant quand je mets le 2 points, c'est que l'environnement là, fait quelque chose d'automatique. Ça l'a ajouté un niveau d'indentation, okay, un déplacement à partir de la marge
okay, d'un certain nombre d'espaces. Donc, dans Google Colab, c'est 2 espaces automatiques. Puis là, je vais pouvoir mettre des instructions à cet endroit-là qui vont être exécutées, mais seulement si cette condition-là est bonne. Donc, ici, on va juste mettre un print dans le if. Puis là, je peux en mettre plusieurs. Je peux en mettre autant que je veux. Fait que je peux voir ici que c'est plus grand que 50, fait que ça l'exécute ça. Si je mets quelque chose qui n'est pas plus grand que 50, puis que je réexécute ce bloc de code-là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, la conditionnelle n'est pas remplie, donc il ne va pas faire ce qui est indiqué dans la conditionnelle. Donc, le if me permet de sauter par-dessus des instructions. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est si je veux avoir d'autres codes ici, là, okay, qui seraient après le if. Là, la problématique, c'est qu'on dirait qu'il est encore dedans. Puis, on va voir qu'en Python, l'indentation indique si une partie de code fait partie d'un bloc d'instructions ou pas. Donc, tant que je garde l'indentation, tant que je garde l'espacement horizontal, ça va faire partie de cette condition-là if. Donc, si je le rapporte sur le rebord, on va voir que c'est après le if qui apparaît, même si ça n'a pas fait ces instructions-là. Puis si je change le résultat, ben là, j'ai les instructions qui sont dans le if et j'ai le résultat qui se passe après dans tous les cas. Donc, le if me permet d'avoir une condition qui va être exécutée ou pas, ou le bloc d'instruction va être exécuté ou pas, dépendamment de si la condition est bonne ou pas. On a des variations du if qui sont possibles. Donc, la première variation, ça va être avec, puis là, les variations, OK, ça se passe après le premier bloc de if, on se remet sur le rebord, puis on peut rajouter l'option. Fait que la première option que je peux avoir, c'est le else. Hein, fait que if, c'est si, puis le else, c'est sinon. Donc, on a ici, premièrement, je regarde ici, ça exécute la condition. Donc, ça dit, est-ce que c'est plus grand que 50? En ce moment, c'est 100. Donc, ça marche. Qu'est-ce qu'il fait? Il va faire les instructions. Puis, qu'est-ce qu'il fait? Il saute par-dessus le else. Puis, on peut voir ici qu'on a le après le if. Qu'est-ce qui arrive si je fais l'inverse et j'ai quelque chose qui est plus petit que 50? Bien, si c'est plus petit que 50, là, la première condition ne fonctionne pas. Donc, il ne va pas faire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et qu'est-ce qui va arriver? Cette option-là, ce qu'elle me permet de faire, c'est, bien, si la condition ne marche pas, va faire cette partie-là à la place. Fait que là, ça fait en sorte que soit je vais faire celle-là, soit je vais faire celle-là. Les deux sont mutuellement exclusifs. Je fais l'un ou l'autre. Puis après ça, on a dans tous les cas, après le if. Fait que ça, c'est notre première possibilité. Après n'importe quoi d'un if, je peux avoir un else qui vient après. On a ensuite la possibilité d'avoir d'autres conditions possibles. Donc, le else, c'est toujours la dernière option, mais entre le if puis le else, ou en fait n'importe quoi d'autre, on va voir que le else est facultatif aussi, je peux avoir d'autres conditions. Pour avoir une deuxième condition, je vais marquer elif, qui est un diminutif de else if, en fait. Fait que ici, je vais dire une deuxième condition. OK. Puis, on va se mettre à 35. Fait que le principe ici, c'est est-ce que c'est plus grand que 50? Non, ce n'est pas plus grand que 50. Fait qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller regarder la prochaine condition qui est dans la liste. On peut voir ici, les conditions sont toutes alignées ensemble. Donc, la prochaine, est-ce que ça répond à cette condition-là?
oui, ben, je vais aller faire qu'est-ce qui est dans le else if. Je vais juste en faire un de la gang. OK? Puis avec ça, je vais pouvoir faire un de ces blocs-là, puis après, le if. Si je remets ça à 60, qu'est-ce qui va se passer? Ben, là, ça va tester le premier. Il va dire, parfait, c'est bon, ça fonctionne, c'est plus grand que 50. Il va aller faire celui-là. Puis, qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il en a réussi un? Ben, il saute tout de suite après. On voit ici qu'il n'y a pas de else if, là. Donc, les différentes branches de notre environnement sont mutuellement exclusives, là. Je peux juste en faire une, la première qui réussit. Ça veut dire aussi que l'ordre est important quand j'écris mes différentes conditions. Le else if qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut en avoir une infinité. OK? Donc, je pourrais avoir ici x plus grand que 10. Puis à ce point-là, donc si j'ai 50, ça me dit le premier. Si j'ai quelque chose qui n'est pas plus grand que 50, mais qui est plus grand que 35, ça va réussir, ça va aller dans le deuxième. Puis si j'ai quelque chose qui est plus grand que 10, mais pas plus grand que 30 et pas plus grand que 50, celui-là, il ne marche pas. Il regarde celui-là, il ne marche pas. Il regarde celui-là, OK, il marche. Donc, c'est celui-là que j'exécute. Puis s'il n'y en a aucune de la gang qui marche, pour ça, le else, il faut toujours qu'il soit à la fin. Puis dans ce cas-là, ben, s'il n'y en a aucun dans la gang qui a marché, ben, lui, il n'y a pas de condition parce qu'il pogne le reste. Okay? C'est une espèce de catch-all, un fourre-tout. Le else est facultatif. Okay? Donc, les else if, c'est une option, le else, c'est une option. Les deux sont facultatifs indépendamment. Donc, je pourrais avoir ici quelque chose comme ça qui me dit, ben, j'ai ça à 3, c'est pas plus grand que 50, c'est pas plus grand que 30, c'est pas plus grand que 10. Fait que qu'est-ce que je fais? Rien là-dedans. J'exécute seulement cet élément-là par la suite. Fait que ça ici, c'est notre opérateur, notre conditionnel, notre structure de contrôle conditionnelle. Donc ça, avec ça, ça va nous permettre de commencer à prendre des décisions dans notre programme. D'être capable de dire, ben, si telle affaire, on va faire telle autre affaire. Si telle affaire, on ne va pas faire telle affaire. Si telle affaire, on va calculer telle affaire de même. Donc, c'est important, okay, d'avoir des conditionnels. En fait, c'est une des parties comme primordiales là, de la programmation. Super. Donc, on a notre structure avec le if. Ensuite, on a une structure qui est semblable, mais qui est le while. Donc, le while, c'est un tant que, c'est une structure de contrôle itérative, donc qui va répéter les instructions. Donc, si on se fait un petit bloc de code pour tester ça, on va avoir ici donc, ça va être un peu la même syntaxe. On a le mot-clé en premier, le mot-clé while. On peut voir ici qu'en passant, quand on écrit un mot-clé while, l'environnement est conscient et il le met dans un beau mauve. On a une condition booléenne. OK, donc, mettons ici, plus petit que, tant que c'est plus petit que 15. Puis, on va afficher la valeur de x. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va incrémenter la valeur de x à chaque fois pour qu'on puisse voir son résultat. Encore une fois, quand j'ai un 2 points avec quelque chose, ce qui se passe après, il faut que ça soit indenté, qu'on appelle, que ça soit séparé du rebord pour indiquer que ça fait partie de cette structure-là. Une fois que je reviens sur la marge, c'est qu'on a arrêté le code à l'intérieur de la structure. Donc, si j'exécute ça, j'ai comme exemple, ben, le premier coup, ça m'a regardé, puis on voit le résultat. Donc, le principe, c'est ça va regarder la condition. Si la condition est bonne, il va aller faire les instructions à l'intérieur. Donc, ça, c'est exactement comme le if. Qu'est-ce qu'il y a de différent? La structure itérative, en fait,
puis on me dit que c'est une structure répétitive ou aussi c'est communément appelé des boucles. Ben, le mot boucle, ça veut dire qu'à la fin de ce bloc-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il remonte, puis il va retester la condition. Hein? While, en français, on peut dire que c'est tant que. Tant que x est plus petit que 15, je fais un print x, je fais une incrémentation de 1. Incrémentation, c'est de prendre la même valeur plus 1. Donc, je passe de 10 à 11. Après ça, ben là, c'est rendu 11. Je passe de 11 à 12. J'affiche 12. Je passe de 12 à 13. OK? Et ainsi de suite, jusqu'à temps que la condition ne soit plus bonne. Hein? Donc, pourquoi est-ce que ça l'affiche 14 puis après ça l'arrête? Bien, ça l'affiche 14 avec le print. Après ça, ça incrémente la valeur de x, ça passe à 15. Puis là, ça reteste. Bien, quand ça reteste, ça dit est-ce que x est plus grand que 15? C'est faux, hein, parce que c'est égal, c'est pas plus petit. Puis, on continue. Quand on a terminé la boucle, on fait juste continuer après le bloc. Puis, c'est là qu'on a le après le while. Donc, la structure de contrôle while est très intéressante quand j'ai une condition quelconque, puis tant que la condition n'est pas bien répondue, on continue à exécuter. Là, ici, il faut faire attention avec le while parce que si on ne fait pas attention, puis on n'a pas d'élément qui nous permet de sortir de la boucle, quand je vais exécuter ça, ben, on va avoir ce qu'on appelle une boucle infinie. Okay? Donc, en ce moment, les 10, ils défilent, là. Okay? Puis il va y en avoir une infinité de 10. Donc là, il va falloir que je l'arrête manuellement, okay? Parce que sinon, ça va causer des problèmes. Donc, faire attention quand on a des boucles, while particulièrement, de s'assurer que la condition puisse changer entre les différents tours de boucle. Hein? Un tour de boucle, on appelle ça une itération. Donc, à chaque itération, il faudrait qu'il y ait une manière que le X change, parce que sinon, ben, si ça c'est vrai une fois, ça va être vrai pour toujours. Donc, on a la boucle while, puis on a le principe si, quand j'ai justement une valeur qui change à chaque itération de la boucle, on va avoir ce qu'on appelle un compteur de boucle. Hein? Donc, j'aurais pu le commencer, mettons, à 1, là, puis avoir ça de 1 à 5. Puis, j'aurais pu avoir, OK, 1, 2, 3, 4. Fait que d'avoir une boucle avec un compteur, c'est la majorité des boucles qui vont fonctionner comme ça. Donc, la majorité des boucles vont avoir un compteur pour se dire, ben, j'ai besoin de faire 10 fois la même chose. Voici une variable que j'utilise comme une variable compteur, puis je vais être capable de faire avancer ça. Ben, le principe ici, c'est que les variables avec des compteurs, c'est tellement utilisé qu'on a créé un autre type de boucle juste pour utiliser les compteurs. Donc, on va avoir, ça c'est les exemples, on va avoir la structure de contrôle itérative for qui va me permettre d'avoir des compteurs à même la configuration de la boucle. Je n'aurai pas besoin de créer moi-même ma variable puis de l'incrémenter à chaque itération. La boucle elle-même est faite pour être capable de travailler avec. Donc, pour être capable de faire ça, la manière que nous, on va l'utiliser, okay, ça va être avec la troisième ici, là, avec le range. Et ici, ça c'est, ouais. Il est où ma bookboard? On va fermer les exercices comme ça. Et celle-ci, ferme les exercices. Encore une fois, quand vous allez faire l'exercice, n'oubliez pas que ce que vous pouvez faire, c'est les faire au-dessus. Hein? Comme ça, vous ne voyez pas les réponses. Puis quand vous avez réussi ou quand vous n'avez pas réussi, vous avez passé 10-15 minutes, vous pouvez aller voir le résultat de celle-ci. Donc, avec celui-là, on va regarder comment utiliser la boucle for qui inclut un compteur. Donc, la boucle for, comment elle s'écrit? Elle commence avec la boucle, le nom de la boucle, for.
Ensuite, je donne un nom de compteur. Okay? Donc, ça va être la variable qui va changer automatiquement à chaque itération de la boucle. Donc, j'ai quelque chose comme un i. Okay? Puis, ensuite, j'ai un mot-clé obligatoire qui est le in. Puis, on va avoir une fonction qui va me générer les différentes valeurs de ma boucle. Fait ici, je vais utiliser, mettons, je vais utiliser la fonction range, puis on va regarder qu'est-ce que ça nous donne, c'est quoi ces variations possibles. Fait que je vais faire un print de i. Quand j'utilise des noms de variables pour la boucle, okay, on va voir que le i est utilisé par convention. Okay, parce que c'est iterator, okay, c'est l'itérateur. Donc, le i me permet d'avoir une variable que je sais que ça va être un compteur. Fait que si j'ai range 10, voyons voir qu'est-ce qu'il fait. Bon, je vois qu'il commence à 0. Hein, puis si, admettons, je change la valeur à l'intérieur, 4, OK. Si je mets 7. Donc, je peux voir que ça commence toujours à 0. Donc, range crée par défaut un compteur qui commence à 0. Ensuite, si je regarde, il va de 0 à 6 quand j'ai marqué 7. Le 7, il n'est pas là. Admettons que je reviens à 10. Je vois qu'il va de 0 à 9, mais le 10 n'est pas là. Si j'essaie avec 15, de 0 à 14, le 15 n'est pas là. Fait qu'on a 15 itérations, mais on commence à 0. Fait que ça veut dire que la valeur elle-même, là, elle est exclue quand j'utilise la fonction range. Donc, le range me permet de créer un compteur automatique que je vais utiliser avec ma boucle for. Puis, je peux mettre une valeur ici, ou en fait, je vais pouvoir mettre une expression, je vais pouvoir mettre une variable, je vais pouvoir mettre n'importe quoi qui va me donner ultimement une valeur numérique. Mais cette valeur-là ne sera pas directement atteinte dans le compteur, elle va arrêter comme 1 avant. Ça va être le nombre d'itérations pour la dernière valeur. On a des variations de la fonction range qui est possible. Donc, avec la fonction range, je suis capable oui, on va mettre ça plus petit, puis on va faire un print entre les deux. Oups. Bon, on a le for numéro 1. Puis, si on regarde, on peut utiliser le range avec 2 éléments à l'intérieur. Donc, quand j'ai 2 éléments à l'intérieur, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir ici le premier paramètre, hein, le premier élément de mon range, ça va être en fait la valeur de départ. Donc, je peux ne pas nécessairement partir à 0. Je peux partir à 10 à la place. Puis, j'ai ensuite le 15 qui va être la valeur de fin, mais encore une fois, cette valeur de fin-là, elle est exclue. OK? Elle n'est pas représentée dans le comptage que je suis en train de faire. On a une dernière variation de la book for avec le range. Donc, les 2 premiers, ça reste les mêmes informations. Donc, on a la valeur de départ, on a la valeur de fin qui est exclue, mais après ça, on a le saut automatique entre les différentes valeurs. Donc, je pars à 10, OK, je pars à 10, mais après ça, à la place de sauter de 1, qui est défaut, on saute de 2. Fait que je me rends à 12, je me rends à 14, je me rends à 16, je me rends à 18. Mais je ne me rends pas directement à 20. Pourquoi? Parce que cette valeur-là, elle est
exclu. Donc, faire attention à ça. Puis ça ici, c'est les 3 versions d'utilisation du range. On va voir plus tard, quand on va avoir des structures de données, okay, dans quelques semaines, qu'on peut utiliser le for de d'autres manières. Mais pour l'instant, ça va être la méthode que nous, on va utiliser. Encore une fois, le principe, c'est je pourrais avoir ici une variable à l'intérieur du range qui va me donner c'est quoi le résultat. Puis ça, à partir de là, ça pourrait être un input, ça pourrait être une opération mathématique, ça peut être une panoplie de choses différentes. Donc, on a la possibilité de faire des boucles. On a 2 types de boucles. Les boucles while, okay, un tant que, qui va prendre une condition puis qui va la tester jusqu'à temps que la condition soit fausse. Puis, on a la boucle for qui permet d'avoir un compteur automatisé à même la configuration de la boucle qui va me permettre de décider c'est quoi le départ, c'est quoi la fin, c'est quoi le saut que je fais entre chacune des itérations. On a une deuxième série d'exercices. Donc, encore une fois, pour ces séries d'exercices-là, c'est les manières typiques de répondre à des questions de ce genre-là. C'est normal, okay, pour les exercices de cours que vous n'arriviez pas à les réussir tout seul. Okay? Donc, je vous conseille d'essayer 5, 10, 15 minutes maximum pour chaque exercice. Puis après ça, allez regarder la solution. Puis là, si vous ne comprenez pas la solution, bien là, vous pouvez m'appeler pour qu'on puisse regarder ça ensemble. Il nous reste un dernier sujet pour aujourd'hui qui va être les opérateurs logiques. Donc, on a la possibilité d'avoir des expressions logiques, des conditions qui me permettent d'avoir des boucles, des conditionnels if, des boucles while. Mais souvent, il va falloir agencer plusieurs conditions ensemble. Donc, si j'ai besoin de dire c'est plus grand que 5, mais plus petit que 10. Ici, attends, exercice 3, on va le mettre dans sa propre petite boîte. Comme ça, on va avoir ça fermé. Puis, on va pouvoir avoir notre petit bloc de code en dessous de ça. Excellent. Donc, si j'ai plusieurs conditions à tester ensemble, je veux que ça soit égal à ça ou je veux que ça soit égal à ça. Comment est-ce que je suis capable de faire ça? Bien, on va avoir d'autres opérateurs qui sont des opérateurs logiques. Donc, on a vu les opérateurs arithmétiques, on a vu les opérateurs relationnels, puis là, on va regarder les opérateurs logiques. Okay? Donc, les opérateurs logiques, comment est-ce qu'ils fonctionnent? On a 2 opérateurs logiques de base, la disjonction et la conjonction, plus communément appelés le et le ou. Puis en anglais, c'est and et or. Donc, si je teste ça, je peux dire, est-ce que, mettons, on avait vu les opérateurs relationnels. Bien, le principe, c'est si je veux mélanger des conditions ensemble, je dois avoir les conditions, OK, avec l'opérateur logique entre les deux. Donc, ici, mettons, 10, est-ce que c'est différent de 5? Fait ici, avec l'opérateur logique, il va aller regarder les résultats de chacun de ces éléments-là. Ça me donne des vrais ou faux. Est-ce que 3, c'est plus grand que 3? Ça me donne faux. Puis, est-ce que 10, c'est différent de 5? Ça me donne vrai. Fait que le principe, c'est que j'ai faux ici, puis j'ai vrai ici. Fait que là, il dit, ben, si un des deux, avec le OR, si un des deux est vrai, le résultat final va être vrai. Fait que, qu'est-ce qui est intéressant avec les opérateurs logiques?
c'est qu'il n'y a pas tant de possibilités que ça, là. Les opérateurs logiques, il faut qu'il y ait à gauche et à droite des choses qui donnent des vrais et faux. Fait que j'ai juste 4 possibilités. Soit que les deux sont faux, soit que les deux sont vrais, soit que celui-là à gauche est vrai, puis l'autre est faux, ou soit que celui-là à droite est vrai, puis l'autre est faux. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable de les étaler dans un petit tableau, ce qu'on appelle une table de vérité, une table logique. Donc, soit que les deux sont à faux, soit qu'il y en a un qui est à vrai, soit que l'autre est à vrai, ou soit que les deux sont à vrai. Puis on peut voir ici le A ou B, le A or B, comment est-ce qu'il fonctionne? Bien, dès qu'il y en a un des deux qui est vrai, le résultat de celui-là va être vrai. Hein? Donc, c'est le ou. Il faut qu'il y en ait un des deux qui fonctionne, au moins un des deux, pour que le résultat fonctionne à son tour. On a un deuxième opérateur logique qui est le AND. Donc, lui me permet d'avoir une double condition. Il faut non seulement que la première marche, mais il faut que la deuxième marche aussi. Donc, pour lui, dans la print, si, admettons, j'ai 4 égale à 4 et 10 plus petit que 100, donc le deuxième ici, le AND, il faut que les deux soient fonctionnels. S'il y en a un des deux qui n'est pas fonctionnel, on a le false qui ressort. Donc, on peut voir ici, seulement si les deux fonctionnent, le A et le B, hein, le A et le B étant les deux côtés de l'équation, ça me donne vrai. Sinon, dans tous les autres cas, ça me donne faux. Il y a un dernier opérateur logique qui est moins utilisé, qui est le NOT, l'inversion logique. Donc, le principe de l'inversion logique, ça va être d'inverser le résultat. Fait que ici, je peux avoir quelque chose comme 3 plus grand que 4. Fait que, est-ce que 3, c'est plus grand que 4? Non, fait que c'est supposé me donner faux. Le NOT me permet d'inverser ce résultat-là. Fait que ça devient un résultat qui est vrai. Fait que ça permet ici d'avoir des conditions, des relations qui sont un petit peu plus faciles d'expliquer ou un petit peu plus faciles à écrire avec le NOT. Fait qu'on est capable d'avoir des conditions qui sont plus complexes avec les différents opérateurs logiques. Excellent. Donc, avec ça, on a 3 séries d'exercices. Donc, attends, me semble. Ouais. Première série d'exercices avec le while. Deuxième série d'exercices avec le for. Et dernière série d'exercices avec les opérations logiques. Donc, encore une fois, pour ces exercices-là, quand vous faites les exercices de cours, particulièrement plus on avance, là, plus ça va être des choses que je ne m'attends pas à ce que vous réussissiez à le faire de manière facile et conviviale. Le but, c'est de se casser un petit peu la tête pour voir les problématiques inhérentes à essayer de résoudre ce genre de problème-là, regarder la solution, comprendre la solution, puis après ça, d'être capable d'aller appliquer ces solutions-là sur les exercices de l'atelier. Donc, vous avez été calme ce soir. Est-ce que les choses vont bien? Oui, On a j'ai des thumbs juste. up. Oui. Oui, c'est très clair. Il y avait Esther qui semble avoir une question. Oui. Je voulais juste savoir où est-ce que vous avez déposé l'enregistrement du cours précédent. Mm-hmm. Donc, c'est peut-être moi, là, peut-être il me semble que je l'ai pas mis. Il me semble que je l'ai mis. Donc, dans le Moodle du groupe, on a la liste de lecture de l'an passé, puis juste au-dessus, j'ai mis la liste de lecture de cette session-ci. Ça va toujours être celle-là, puis les vidéos vont s'accumuler dans cette liste-là. Donc, en ce moment, il y a le cours 1, puis à partir de demain, il devrait y avoir le cours 2 qui va être disponible aussi. OK, merci beaucoup. Excellent. Donc,
on va mettre fin à notre enregistrement pour l'instant. Et pour ceux en différé, on se revoit au prochain cours.